casser les croyances, vous savez comment c'est, même si vous montrez l'article de presse disant oui, vous voyez, il a prouvé, il a avoué, il a tout avoué devant tout le monde, et on va vous dire non, c'est des mensonges, c'est la presse qui est vendue, etc. Donc on s'en sort jamais. Ce type s'appelait Andrew Wakefield et son étude était irréfutable. Il avait montré par A plus B qu'il y avait bien un lien entre les vaccins et l'autisme, et l'étude a fait grand bruit, elle est sortie dans tous les grands articles, tout le monde en a parlé, tous les médias en ont parlé pendant des mois, donc ça s'est inscrit dans la tête des gens. Et le jour où il y a eu le démenti, où on s'est aperçu qu'Andrew Wakefield avait passé une sorte de petit contrat avec des cabinets d'avocats qui allaient ensuite attaquer les laboratoires de la part des familles des victimes, personne, enfin les médias en ont parlé, mais ça n'a jamais fait le même boom et c'était trop tard, le mal était fait, ça s'était gravé dans la tête des gens, et depuis il y a eu des tas de démentis, mais c'est trop tard. Au moins on a foutu la paix aux mamans, on a arrêté de les accuser d'être responsables. Mais du coup, ça pose aussi une autre question, c'est comment ça se fait en préparant cette table ronde, j'ai découvert une statistique qui me fait un peu peur. En France, par rapport au reste de l'Europe, on croit beaucoup moins à la nécessité de se vacciner, au bienfait des vaccins, que partout ailleurs en Europe. Et même plus, et pire que ça, il y a plus de gens qui croient à l'efficacité de l'homéopathie qu'à la nécessité de se vacciner. D'où ça peut venir? Qu'est-ce qui fait que on n'y croit pas? Il y a eu des ratés en matière de communication, je pense. Il est possible qu'on se souvienne un peu tous de ce qui s'est passé dans les années 90 avec la campagne autour du vaccin de l'hépatite B, où il y a eu un véritable mensonge dans cette campagne d'incitation, c'est-à-dire il y avait une partie de la campagne qui reposait sur le fait que l'hépatite B pouvait être refilée par la salive, et on a fait un amalgame avec la maladie du baiser. Et à l'époque, je me rappelle, puisque j'étais adolescente, je me rappelle que ça avait fait beaucoup de mal autour de moi, en matière de croyance et de représentation de la maladie, en fait. Et alors, donc c'est très bien, il y a énormément de gens qui se sont fait vacciner, mais en soi, énormément de gens se sont fait vacciner, au final, avec une fausse raison, en fait. Et plutôt que d'utiliser la vraie bonne raison qui fait que l'hépatite B est une infection sexuellement transmissible, voilà, l'utilisation d'un mensonge dans une campagne a fait que les gens ont retenu le fait du mensonge et non pas l'utilité de se faire vacciner contre ce virus, en fait. Donc voilà, ce genre de ratés dans les campagnes, à mon avis, n'ont pas fait du bien à la vaccination dans ce pays. Oui, en termes de communication et de campagne, il faut aussi dire qu'en France, ça fait des années et des années et des années que tous les hivers, on a dans nos écrans de télévision des pubs pour l'homéopathie. L'oscillococcinum, je sais plus, dont on nous dit que vite, c'est le remède miracle pour le rhume. Au bout d'un moment, les gens vont le croire. Ils le voient à la télé tous les jours. Donc forcément, derrière... Et après, quand les mêmes personnes disent que l'homéopathie ne fonctionne pas, et que ces mêmes personnes disent que les vaccins sont importants, on dit bah ouais, mais ils disent des conneries sur l'homéopathie. L'homéopathie ça marche, on nous le dit à la télé depuis 30 ans. Voilà. D'autant plus que l'homéopathie ça marche, mais comme n'importe quel placebo. Voilà. Après, pour cette histoire de confiance, entre-temps, il y a eu l'affaire du Mediator. Il y a eu les vaccins H1N1 avec les achats de la mise de l'époque, et c'est difficile. Nous, après, moi, jeune médecin, quand j'ai en face de moi des gens qui ont 60 ans, qui ont vécu tout ça, de leur dire non, je pense que vous vous trompez, quoi. C'est quelle légitimité j'ai quand eux ont vécu tous ces scandales-là, et que c'est normal qu'ils aient leur confiance dans le système de santé qui se soit amoindri, quoi. Et du coup, quand on est médecin, enfin vraiment qu'on pratique vraiment l'exercice de médecine tous les jours et qu'on est vraiment sur le terrain tous les jours, comment est-ce qu'on fait pour essayer de... Est-ce qu'on essaie justement de convaincre les gens, ou bien est-ce qu'on donne juste cette information et adieu va? On n'est pas les papas et les mamans de nos patients, donc moi je considère que je leur dois une information, je leur délivre l'information la plus honnête possible. Après, je ne vais pas les poursuivre avec la seringue et... Voilà. Et c'est peut-être en ça, en fait, qu'une obligation vaccinale plus large, comme ce qui est prévu pour le janvier 2018, peut peut-être aider, en fait, à enlever une certaine part de la responsabilité de la prise de décision de la vaccination aux parents. C'est-à-dire que lorsque c'est obligatoire,
eh ben vous le faites, vous réfléchissez pas, vous vous dites pas est-ce qu'il faut que je le fasse ou pas. Donc il est possible, mais là, encore une fois, je m'avance un peu parce que je pense qu'il n'y a pas eu d'études sur le sujet, savoir si une obligation a un intérêt incitatif comme ça pour la vaccination, mais en tout cas, ça peut déjà diminuer cette responsabilité-là du côté des parents. Et donc rétablir une couverture vaccinale, enfin voilà. Donc ça peut faciliter aussi le travail du professionnel de santé. Dans les années 2000, entre 2004 et 2008, il y a eu 50 cas de complications rougeoleuses en France. Depuis 2008 jusqu'à maintenant, il y en a eu 28 000. À cause de toutes ces campagnes anti-vaccinales, etc. Oui, et puis il y a eu une épidémie, je crois en 2010-2011, vers là, enfin, qui a fait beaucoup de dégâts, notamment chez les antivax. Et ce qu'il faut se méfier, c'est pareil, la dernière fois, je tombe sur un tweet d'un antivax qui disait en plus la vaccination, ça sert à rien. Regardez ce type, il me montrait un article de journal qui montrait qu'un jeune Italien qui était vacciné était mort de la rougeole. Et effectivement, ça interroge. Et donc, l'article est partagé. Je tape le prénom et le nom du patient, et en 2 minutes, j'apprends que le patient souffrait d'une leucémie de haut grade. Donc, c'est mensonger de dire aux gens qu'il est mort alors qu'il était vacciné. Oui, il était vacciné, il avait une leucémie de haut grade. Il est mort de sa leucémie, quoi. Et donc, moi, j'incite vraiment les gens, checkez vos sources, allez sur Internet, cherchez, et croyez pas tout ce qu'on vous dit. Je me l'applique aussi à moi-même. Et pour le coup, il y a eu le cas aussi en Italie, à cause d'une baisse de la couverture vaccinale, d'un enfant en fait qui ne pouvait pas être vacciné, parce que c'est ça aussi, il y a des enfants qui ont des pathologies et qu'on ne peut pas vacciner parce que leur système immunitaire est trop fragile, voilà. Et bien cet enfant-là est décédé parce qu'en fait son entourage proche n'était pas vacciné contre la rougeole. Donc cet enfant a attrapé la rougeole et malheureusement on est mort. Donc ça existe ce genre de cas. Mais justement, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que sur le comportement, donc, enfin, comme dit, il faut vérifier. L'information est disponible sur Internet, il faut vérifier ses sources, etc. Mais ce qu'on constate, c'est que, ce qui paraît intéressant, c'est que, est-ce qu'on peut faire une analogie entre la pensée justement, la façon de fonctionner justement des arguments anti-vaccins avec, par exemple, les comportements complotistes, voire carrément, par exemple, si on donne un exemple concret, les climato-sceptiques. Est-ce que c'est le même ressort en termes de... Parce que là, il y a quand même quelque chose qui se passe en termes de biais cognitifs, en termes de choses comme ça. Est-ce que c'est vraiment le même ressort Alors, à mon sens, oui. Pour plein de raisons différentes. Il y a la notion de la croyance, déjà, qui s'oppose à donc la vérité reçue, on va dire d'une certaine façon, qui s'oppose quelque part au discours rationnel, au fait d'étudier ses sources, de comprendre des choses, de faire la part des choses. D'autre part, il y a aussi un mouvement de fond quand même depuis au moins la fin de la Seconde Guerre mondiale, et peut-être même depuis la fin de la Première Guerre mondiale, qui est, on voit l'arme atomique, on voit les gaz de bataille, etc., où en gros on commence à rejeter en grande partie, on va dire, la science, la notion de progrès. Si le progrès, c'est effectivement pouvoir détruire Hiroshima en quelques secondes, on peut se poser la question. Et donc j'ai l'impression que tout ça s'inscrit dans un même mouvement. On blaguait tout à l'heure à propos du naturel qui est forcément mieux que l'artificiel. On est dans le même discours, en fait, à ce niveau-là. Il y a un mouvement de fond, je pense, de rejet de ce qu'on sait, du progrès, de la science, de la technologie, ce genre de choses.